Alors aujourd'hui on va parler du principe d'inertie. Donc dans les chapitres précédents on avait décrit un mouvement, on avait modélisé une action sur un système par des forces, et en fait ce qu'on va voir dans ce dernier chapitre c'est le lien entre les deux, entre le mouvement et les forces qui s'exercent sur le système. Alors en introduction je vous ai noté qu'il y a deux grandes théories, celle d'Aristote, la plus ancienne, et celle de Galilée. Alors pour Aristote, un corps est en mouvement rectiligne uniforme à condition qu'une force s'exerce sur lui afin d'entretenir le mouvement. Autrement dit, pour Aristote, pour que le mouvement continue, il faut qu'il y ait une force qui s'exerce pour l'entretenir, pour que le mouvement continue. Pour Galilée, en revanche, il considère qu'il n'y a pas besoin de force pour avoir un mouvement rectiligne uniforme. Alors, en général, les gens sont plutôt d'accord avec Aristote. Ils pensent que s'il n'y a pas de force, le mouvement finit par s'arrêter. Et donc cette théorie d'Aristote a perduré pendant très très longtemps. Galilée a eu du mal à imposer la sienne. Et il faut savoir qu'Aristote, c'est un philosophe qui était extrêmement brillant, mais malheureusement c'était un piètre physicien. Et donc il a dit des choses en physique qui n'étaient pas justes, et sa renommée en tant que philosophe a fait que ces bêtises entre guillemets se sont imposées, et aller à l'encontre des idées d'Aristote, c'était pas quelque chose de facile. Donc ce qu'aurait dû être un TP court va nous permettre de déterminer lequel des deux a raison. Alors, peut-il y avoir un mouvement sans force? Donc on va voir l'exemple du curling, donc un sport magnifique, où des gens lancent des palets sur des glaces, sur une patinoire. Et c'est comme une sorte de pétanque en fait. Il faut que leur palais s'arrête le plus proche possible d'une cible. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors attention, c'est du curling olympique, ça rigole pas. Voilà, alors il balaye. Ça on verra l'utilité de ce geste à la fin du TP. Là, paf, et voilà. Donc faut viser le centre de la cible. Donc voilà à quoi ressemble le curling. Alors en fait, au cours du lancer, il y a deux phases. La phase où la personne tient le palet et lui donne de la vitesse, et puis le moment où elle le lâche, donc la deuxième phase. Et où le palet continue tout seul sur la patinoire. Alors dans quel référentiel on étudie le mouvement? On l'étudie dans le référentiel de la patinoire, c'est-à-dire le référentiel terrestre. Alors, sur la glace, le palet de curling n'est pratiquement soumis à aucune force de frottement. Il est possible de reproduire cette situation en classe grâce à la table à coussin d'air. Donc sous le mobile autoporteur, on a une pointe qui va marquer la feuille de papier à des durées qui sont régulières. Donc on va obtenir des enregistrements un peu comme ceux qu'on a vus dans le premier chapitre sur les mouvements. On va avoir des petits points marqués à intervalles de temps réguliers sur la feuille. Alors donc avant le lancer, le palet est posé sur la glace, donc il est immobile, et il est soumis à deux forces. Bon, la première, il n'y a pas à se poser de questions existentielles, si on est au voisinage de la Terre, on est forcément soumis à son attraction gravitationnelle. Donc ça va se traduire par le poids, puisque là on est à la surface terrestre. Et il y a une autre force, qui est la réaction de la table, qui va l'empêcher de descendre plus bas. Alors comme le palet est immobile par rapport au sol, ces deux forces ont la même valeur, la même direction et des sens opposés. On dit que ces deux forces, elles vont se compenser. Donc il y a le poids qui est dirigé vers le bas, la réaction R qui est dirigée vers le haut. Si le poids était plus grand que la réaction R, on verrait le palet s'enfoncer dans la table, et à l'inverse, si R était plus grand que P, le palet ferait des sauts vers le plafond. Donc c'est pas le cas, il reste immobile, parce qu'en fait ces deux forces, elles se compensent exactement. Donc là il faut dessiner deux vecteurs qui ont la même longueur. Alors, j'ai oublié de compléter, donc conclure, un solide est au repos s'il est soumis à des forces qui se compensent. Donc ça c'est pour le mobile au repos. Alors, maintenant on va s'intéresser à la première phase. On lance le mobile autoporteur. Alors pour lancer le mobile autoporteur, pour simuler ça en laboratoire, on va servir d'une table à coussin d'air. Et le mobile autoporteur, on va le relier à un fil d'une poulie, on suspend une masse,
et la masse descend, et en fait elle exerce une force au niveau du mobile. Hein, le poids est vers le bas, ça tend le fil, donc ça crée une tension, et la poulie en fait transfère cette tension au mobile. Alors on peut voir un peu ce que ça donne. Donc on a la poulie et le mobile qui descend. Donc là on a l'enregistrement, on voit que les points sont de plus en plus espacés. Alors l'enregistrement des deux phases en fait, la phase 1 jusqu'au point 7 ou 8, et puis la deuxième phase quand on lâche le mobile. Alors comment on fait pour simuler ça au laboratoire? Bah en fait, ici sous la masse, on place une chaise tout simplement, ce qui fait que la masse descend, le fil est tendu, donc il y a une force qui se crée, et puis à un moment, bah, la masse elle se pose sur la chaise, le fil n'est plus tendu, et la force ici disparaît, et c'est comme si on lâchait le mobile. Donc on peut avoir les deux phases sur un même enregistrement. Donc la phase 1 ici, et la phase 2 par là. Alors petit rappel sur ce qu'on a vu précédemment, comment calculer une vitesse instantanée. Donc on mesure la distance entre le point d'avant et le point d'après, et on divise par 2 fois la durée qui sépare deux étincelles. Donc 2 fois la durée tau. Donc si je veux la vitesse au point n, bah ça fait la distance entre le point n plus 1 et le point n-1, le point d'avant, le point d'après, qu'on divise par 2 taux. Donc là on nous demande de calculer la vitesse au point A2 et la vitesse au point A4, donc on va mesurer V2 et V4, donc c'est A1, A3 sur 2 taux, donc on trouve 17,5 cm par seconde, et V4 c'est A3, A5 sur 2 taux, donc on trouve 38,8 cm par seconde. Taux il est de 40 millisecondes, faut pas oublier de le convertir. Alors là je peux laisser en centimètres, mais je fais attention, si ça c'est en centimètres, ça en secondes, bah mon résultat sera en centimètres par seconde. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que V4 est plus grand que V2. La vitesse elle augmente donc au cours de la première phase. Sans faire de mesure, on pouvait s'en rendre compte également, rien qu'en regardant la tête de l'enregistrement. Entre deux mesures, le mobile parcourt une distance de plus en plus grande, donc forcément c'est qu'il va de plus en plus vite. Alors, quelle est la forme de la trajectoire? On déduire la nature du mouvement. Donc la trajectoire c'est une droite. Donc le mouvement, pour le qualifier, il faut deux adjectifs. Un qui décrit la trajectoire et l'autre qui décrit l'évolution de la vitesse. Donc on a un mouvement qui est rectiligne, parce que la trajectoire est droite, et uniforme, je dis des bêtises, il n'est pas uniforme du tout, c'est accéléré. Donc là vous compléterez correctement. C'est un mouvement rectiligne accéléré. Uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Alors, à quelle force le palais est-il soumis? Il est soumis à son poids, comme tout à l'heure, il est soumis à la réaction de la table R, comme tout à l'heure, ça n'a pas changé, mais ce qu'on a de plus, c'est la force qu'exerce le fil, donc une force de tension. Donc on fait le schéma des forces qui s'exercent, donc j'ai le poids, la réaction R, ces deux forces ont toujours la même valeur, donc il faut représenter ces deux forces par deux vecteurs qui ont la même norme, et puis j'ai une force T supplémentaire, qui est une force horizontale cette fois-ci. Voilà, vous pouvez faire cette longueur n'importe comment. Elle n'est pas liée aux deux autres. Alors les forces qui s'exercent sur le palais se compensent-elles? Bah non, parce que là on en a trois. Et ces trois forces, il y en a deux qui ont la même direction, et la troisième qui est perpendiculaire. Donc forcément elles peuvent pas se compenser. Pour se compenser, il faudra une quatrième force horizontale pour compenser cette composante horizontale ici. Donc non, elles ne se compensent pas. Alors dans la deuxième phase, donc après le lancer,
Donc voilà ce qu'on obtient, en fait, le mobile avance en ligne droite. Alors en fait il y a une soufflerie qui maintient le mobile sur un coussin d'air, et c'est pour ça que ça lui permet de se déplacer pendant très longtemps. En fait il n'est pas freiné. Alors, donc dans cette deuxième phase, on va calculer comme tout à l'heure les vitesses au point A9 et A12. Donc on utilise exactement la même méthode que tout à l'heure. Donc on trouve 100 cm par seconde, et quand on fait le calcul pour V12, on trouve 100 cm aussi. Tout simplement parce que, à partir du point 7, les positions sont équidistantes. On a toujours la même distance entre deux points. Donc on retrouve la même valeur de 100 cm par seconde. Donc là on voit que la vitesse est constante. Rebelote, quelle est la forme de la trajectoire? C'est toujours une droite. Et donc le mouvement, cette fois-ci on a un mouvement qui est rectiligne, parce que c'est une droite, et uniforme, parce que la vitesse est constante. Alors cocher les forces auxquelles le mobile est soumis lors de son mouvement, le poids forcément on l'a toujours, la réaction de la glace ou de la table est toujours présente. Par contre, la poussée du joueur sur le mobile, elle a disparu. Ou la tension du fil dans la simulation. Alors pourquoi? Parce que ces deux forces sont des forces de contact. Donc à partir du moment où il n'y a plus contact, il n'y a plus de force. D'accord? Vous pouvez pas pousser un objet si vous le touchez pas. Donc forcément, s'il n'y a pas contact, il n'y a plus de force. Donc si je fais le schéma des forces exerçant sur le système, en fait, ce schéma, c'est exactement le même que quand le mobile est au repos. On a le poids et la réaction du support. Et ces deux forces ont la même valeur, donc il faut dessiner deux vecteurs qui ont la même norme. Alors conclure, comment sont les forces entre elles s'exerçant sur le palais quand celui-ci est en mouvement rectiligne uniforme? En fait, ces forces, elles se compensent lors d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors sur la vidéo, on voit que le palais finit par s'immobiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une force de frottement qui s'exerce comme ça, qui est très faible, parce que la glace, ça glisse, donc forcément les frottements sont faibles, et donc c'est cette force qui va finir par ralentir le palais. C'est pour ça qu'il y a deux personnes qui balayent devant le palais. En fait, en balayant, elles rendent la glace encore plus lisse, ce qui réduit cette force de frottement. Donc en fait, si elles voient que le palais va pas assez vite pour atteindre la cible, en fait elles frottent de plus en plus vite pour éviter les frottements. Et à l'inverse, si le palais va trop vite, elles vont pas frotter et ça va le freiner en fait. Alors, deuxième partie, comment faire prendre un virage au palais de curling. Donc sur la table à coussin d'air, on dessine une espèce de route en forme de virage, et on essaie de lancer le palais de façon à lui faire prendre le virage. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on peut pas. Dès qu'on lâche le palais, il part en ligne droite, à vitesse constante. Il adopte un mouvement rectiligne uniforme, parce qu'il est soumis à deux forces qui se compensent, le poids et la réaction. Et donc dans ce cas-là, il va en ligne droite. Donc que faudrait-il pour que le mobile prenne le virage? En fait, il va nous falloir une force supplémentaire. Donc cette force supplémentaire, ça va être la tension d'un fil. Voilà. Donc là on a un fil qui est relié à un point fixe au centre de la table, et on peut le tourner. Et si on coupe le fil, le mobile il part en ligne droite. Pour une voiture qui prend un virage, en fait cette force qui est dirigée vers l'intérieur du virage, elle est exercée par les pneus, en fait, qui adhèrent à la route, et vont créer une force dirigée vers l'intérieur du virage. Et si la voiture passe sur une plaque de verglas, cette force disparaît, et du coup la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en mouvement rectiligne uniforme, et elle file en fait vers l'extérieur du virage. Alors on va couper ici parce qu'on a un cours de 2 minutes, et on prendra la suite dans une autre vidéo.